Ayoka, bienvenue à l'école de sagesse. Je suis Mati, l'une des présentatrices à la chaîne YouTube École de sagesse et j'anime l'émission « Demande d'asile pour mineurs en Allemagne ». Le thème de ce jour porte sur quelques partenaires externes avec lesquels les assistantes sociales du foyer Mina avaient collaboré. Sur ce, je vais donner la parole à Lola pour nous donner plus d'informations à ce sujet. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui une partie de mon ancien boulot avec les réfugiés mineurs non accompagnés. Je vais vous donner quelques informations sur certains partenaires importants avec lesquels j'avais coopéré au foyer Mina. Ils sont au nombre de 14. Le premier partenaire est le service de la jeunesse. On travaillait avec le service de la jeunesse locale de la ville où se trouvait le foyer Mina et des autres villes aussi. Le service de la jeunesse locale est le plus important, car il est de la localité et notre association avait signé un accord avec lui pour lui réserver plus de places d'hébergement dont il était responsable. Généralement, c'est le service de la jeunesse qui est responsable du financement de l'hébergement et des soins des filles. Le foyer Mina recevait les filles par différents moyens, soit directement par la police après un contrôle ou rarement par le biais des membres de la famille, ou par le biais du service de la jeunesse, ou par le biais du service central de l'immigration responsable uniquement pour les réfugiés. Si l'accueil de la fille n'a pas été fait directement par le biais du service de la jeunesse, il est important d'informer le plus tôt possible le service de la jeunesse de l'hébergement d'une fille au foyer Mina. Lorsque l'assistance sociale allait chercher la jeune fille au service où elle était enregistrée, la responsable du service de la jeunesse qui était présente lui remettait sa carte de visite y compris quelques documents d'enregistrement de la jeune fille. Dans les cas où c'était la famille de la jeune fille qui l'avait eux-mêmes amenée au foyer Mina, les assistantes sociales étaient obligées d'informer immédiatement le service de la jeunesse de la ville locale au sujet de la présence de cette jeune fille. Une responsable du service de la jeunesse avait alors fixé un rendez-vous dans les jours suivants pour faire connaissance avec la jeune fille. L'assistance sociale qui était responsable de la jeune fille devait envoyer tous les 6 mois un rapport sur l'évolution de la vie de la jeune fille à sa responsable au service de la jeunesse et à son tuteur officiel. La responsable du service de la jeunesse se basait sur ce rapport pour fixer un entretien avec le tuteur officiel de la jeune fille elle-même et l'assistance sociale qui était responsable d'elle. Le foyer Mina hébergeait aussi des jeunes filles dont les services de la jeunesse étaient dans d'autres villes. Le deuxième partenaire était le commissariat de police. Quelques semaines après l'hébergement des jeunes filles, un responsable du commissariat de police leur donnait un rendez-vous. La fille y était accompagnée par une assistante sociale et un interprète. Au commissariat de police, les policiers leur faisaient des photos de passeport, prenaient les empreintes de leurs doigts et leur posaient quelques questions. Avec ces données des jeunes filles, les policiers faisaient des recherches dans des bases de renseignements pour voir si ces jeunes filles y avaient été enregistrées à cause d'un délit quelconque. Pour certaines filles, les policiers avaient découvert, grâce aux recherches, que les filles avaient voyagé avec un passeport. Le passeport indiquait un âge majeur. Les policiers informaient immédiatement le service de l'immigration et le service de la jeunesse responsable de la jeune fille. Aussi des résultats de leurs recherches en leur envoyant des copies du passeport trouvé. Le service de l'immigration informait le foyer Mina des résultats de recherche de la police et donnait un rendez-vous à la jeune fille pour la confronter. Dans la plupart des cas, les filles concernées avaient toujours nié les faits. Selon le service de l'immigration, ils ne croiraient aux déclarations des filles concernées que si elles présentaient des documents d'identité de leur pays d'origine. Comme les jeunes filles ne pouvaient pas prouver leur âge mineur avec des documents officiels, le service de la jeunesse responsable de ces jeunes filles avait immédiatement mis fin à leur hébergement. Les jeunes filles concernées devaient ensuite être conduites au service central de l'immigration pour y être enregistrées et suivre la procédure d'asile pour les adultes. La compréhension lors de l'entretien au service central de l'immigration était assurée par un interprète, ou par l'assistance sociale qui y avait accompagné les jeunes filles. Le troisième partenaire était le tribunal des affaires familiales. Le tribunal des affaires familiales était également une instance très importante dans le domaine de travail avec les mineurs sans parents biologiques. Lorsqu'une jeune fille était hébergée dans le foyer Mina, le tribunal des affaires familiales était informé par le service de la jeunesse. Alors le tribunal des affaires familiales envoyait à la jeune fille une invitation pour se présenter. Dans l'invitation était mentionnée la date, l'heure, le nom du juge et le numéro de la salle de rencontre.
Ce jour-là, une assistante sociale accompagnait la jeune fille au tribunal. La responsable du service de la jeunesse était aussi présente à l'audition. Dans la salle, il y avait le juge, l'interprète, la jeune fille, la responsable du service de la jeunesse et l'assistance sociale. La présence de l'assistance sociale dans la salle devait être autorisée par le juge. C'est le tribunal des affaires familiales qui cherchait l'interprète. Lors de l'audition, seul le juge, la jeune fille et l'interprète avaient droit à la parole. La responsable du service de la jeunesse et l'assistance sociale n'avaient droit à la parole que si le juge leur posait des questions. L'audition avait duré 15 minutes. Lorsque le juge était convaincu de la minorité de la jeune fille, il lui cherchait un tuteur officiel. Si la jeune fille ne trouvait aucun inconvénient, le tuteur pouvait être aussi un homme. Néanmoins, si le juge n'était pas convaincu de la minorité de la jeune fille, il ne lui cherchait pas de tuteur et il ordonnait des examens médicaux pour déterminer si la jeune fille était mineure ou majeure. La jeune fille avait le choix entre refuser de faire ces examens médicaux et d'accepter. En cas de refus, le juge la déclarait automatiquement comme majeure. Ces examens médicaux pour déterminer la minorité ou la majorité se faisaient dans une autre ville. Le but de ces examens médicaux n'était pas de déterminer l'âge exact de la jeune fille. Les résultats des examens étaient envoyés au juge, à la responsable du service de la jeunesse, au service de l'immigration et à la jeune fille. Dans les résultats d'examen, le médecin indiquait toujours un âge minimum et un âge élevé. C'était le devoir du juge de faire le choix d'un âge. Si l'âge minimum était en dessous de 18 ans, la jeune fille avait une forte chance d'être déclarée mineure, mais si l'âge minimum était à partir de 18 ans, alors la jeune fille était déclarée majeure. Le juge fixait une nouvelle date de naissance pour la jeune fille. Dans ce cas, la responsable du service de la jeunesse annulait immédiatement son hébergement au foyer Mina et n'était plus responsable de la jeune fille. La jeune fille devrait alors quitter le foyer Mina et conduite au service central de l'immigration. Le service central de l'immigration devait décider où la jeune fille devait se rendre. Elle devait suivre la procédure de demande d'asile pour les adultes. Le quatrième partenaire est le tuteur officiel. Le tuteur pouvait être un membre de la famille de la jeune fille, ou une employée du service de la jeunesse, ou un avocat, etc. C'était le juge qui nommait officiellement le tuteur pour une jeune fille mineure. Le tuteur était le représentant des parents biologiques auprès des autorités. Le tuteur prenait des décisions importantes concernant la jeune fille et signait les documents officiels en sa faveur, par exemple les documents d'école, les papiers d'hospitalisation, etc. Le tuteur rédigeait la demande d'asile pour la jeune fille. Avant la demande d'asile, la jeune fille prenait rendez-vous auprès d'un centre de conseil pour les réfugiés, afin de se préparer à la procédure d'asile pour mineurs. Certains tuteurs voyaient rarement les jeunes filles dont ils étaient responsables et d'autres les rencontraient régulièrement. La jeune fille pouvait changer de foyer d'hébergement si le tuteur acceptait. Dès que la jeune fille avait ses 18 ans, la coopération avec le tuteur s'arrêtait, car désormais elle était majeure pour prendre ses propres décisions. Le cinquième partenaire est le service de l'immigration. Il était chargé d'établir les papiers d'identité aux jeunes filles. Les jeunes filles recevaient 3 différents types de papiers d'identité en 3 étapes. Les papiers d'identité avant et après la demande d'asile, puis après les résultats de la demande d'asile. Peu avant l'expiration des papiers d'identité, les assistantes sociales accompagnaient les jeunes filles au service de l'immigration pour leur prolongation. Un interprète était toujours présent lors de l'entretien. Le 6e partenaire était l'Office fédéral de la migration et des réfugiés. Ce service s'appelle BAMF en allemand. Ce service est responsable des demandes d'asile et des auditions. C'était le devoir du tuteur de rédiger la demande d'asile pour la jeune fille. Bien avant cela, une assistante sociale accompagnait la jeune fille chez une avocate pour se faire conseiller. Un interprète était toujours présent pour assurer la compréhension. Après la demande d'asile, BAMF donnait à la jeune fille une invitation pour passer l'audition. Lors de l'audition, l'employé de BAMF posait des questions à la jeune fille au sujet de sa vie et des raisons pour son exil. À la demande de la jeune fille, BAMF cherchait une employée et une femme interprète pour l'audition. Les personnes présentes lors de l'audition étaient la jeune fille, l'employé de BAMF, l'interprète et le tuteur officiel.
Si la jeune fille devenait majeure et si pour des raisons exceptionnelles elle était toujours à la charge du service de la jeunesse, alors elle n'avait plus de tuteur officiel. Dans ce cas, une assistante sociale pouvait aussi assister à l'audition à la demande de la jeune fille. Lors de l'audition, les invités avaient le droit de prendre la parole, si l'employé de BAMF le leur permettait. C'était à partir de 16 ans que les tuteurs des jeunes filles avaient le droit de rédiger leur demande d'asile. Les mineurs qui avaient laissé des empreintes digitales dans un autre pays membre de l'accord de Dublin avant de venir en Allemagne, ne devaient pas être rapatriés dans ce pays. Le 7e partenaire était l'école. Les jeunes filles devaient aller à l'école. Dès qu'elles étaient hébergées au foyer Mina, elles étaient inscrites à l'école. C'était le tuteur officiel qui signait les papiers concernant l'école. Au cas où la jeune fille n'avait pas encore de tuteur, c'était sa responsable du service de la jeunesse qui signait les papiers de l'école. Lors de l'inscription de la jeune fille à l'école, elle était accompagnée par une assistante sociale et un interprète. Le 8e partenaire était le corps médical. Dès que les jeunes filles étaient hébergées au foyer Mina, elles devraient faire le plus vite possible des examens médicaux et recevoir des vaccins. Elles y étaient accompagnées par une assistante sociale et un interprète. En fonction des résultats, le médecin leur prescrivait des médicaments. Les jeunes filles qui étaient très traumatisées allaient chez les psychiatres, ou psychologues, ou les thérapeutes. Le 9e partenaire était les avocats. Avant la demande d'asile, ils conseillaient les jeunes filles. Au cas où une jeune fille avait eu un rejet de demande d'asile, on la conduisait chez un avocat pour porter plainte contre la décision de BAMF. Le 10e partenaire était des centres de conseil. Avant la demande d'asile, les jeunes filles étaient accompagnées au centre de conseil des réfugiés. Elles étaient aussi accompagnées dans un centre de conseil pour adolescents pour être sensibilisées sur la sexualité. Le 11e partenaire était un centre de psychiatrie. Les jeunes filles souffrant d'un grand traumatisme, ou qui se blessaient consciemment elles-mêmes, ou qui faisaient des tentatives de suicide étaient internées au centre de psychiatrie pour quelques jours. Les assistantes sociales leur rendaient visite chaque jour durant leur séjour. Les assistantes sociales informaient le responsable du service de la jeunesse et le tuteur officiel de la jeune fille. C'était le devoir du tuteur de signer des papiers d'internation. Le 12e partenaire était l'hôpital. Les jeunes filles étaient internées dans un hôpital en fonction de ses problèmes de santé. Les assistantes sociales leur rendaient visite chaque jour durant leur séjour. Les assistantes sociales informaient le responsable du service de la jeunesse et le tuteur officiel de la jeune fille. C'était le devoir du tuteur de signer les papiers d'internation. Le 13e partenaire était les autres foyers d'hébergement. Parmi ces autres foyers d'hébergement, il y avait des foyers d'hébergement pour les futures mamans où les jeunes filles qui étaient enceintes devraient aménager peu avant l'accouchement. Il y avait aussi des foyers où les jeunes filles apprenaient à devenir peu à peu indépendantes. Le tuteur officiel de la jeune fille devait accepter le déménagement, avant que cela ne soit fait. Le 14e partenaire était le service central de l'immigration. C'était la plupart du temps le premier service qui entrait en contact avec les jeunes filles dès leur arrivée dans la ville où se trouvait le foyer Mina. C'était là qu'elles étaient enregistrées comme réfugiés mineurs non accompagnés par les parents biologiques et c'était ce service qui contactait la responsable du service de la jeunesse. C'était encore ce service qui enregistrait les jeunes filles qui avaient été déclarées majeures par le juge, ou par le service de l'immigration après avoir reçu une copie de leur passeport de la part du commissariat de police. Ainsi j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Éché. Merci à Lola pour ces informations qu'elle vient de nous donner sur quelques partenaires avec lesquels travaillaient les assistantes sociales pour le bien-être des jeunes filles qui habitaient au foyer Mina. Avant la fin de l'émission, je vais dédier au peuple noir un petit poème et lui présenter une photo d'un repas pour lui souhaiter une bonne semaine. Peuple noir, toi digne fils de son Dieu, les autorités de la terre et des peuples étrangers se moquent de ton Dieu, car ils ont perdu la raison. Les autorités de la terre et des peuples étrangers font des alliances contre toi, car ils ont perdu le sens de l'humanisme. Dieu est l'entité la plus blasphémée parmi les peuples de la terre. Toi, tu es le peuple le plus méprisé parmi les peuples de la terre. De la manière dont ton Dieu ne se laisse pas effronter face à ces blasphémateurs et continue d'agir, toi aussi, demeure fort et sois dynamique face à tes adversaires. Que ton Dieu te protège durant toute cette semaine et te bénisse.
Très chers abonnés, je vous encourage à partager abondamment cette vidéo pour l'instruction de tous. Akun Manu, au revoir.